Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de notre émission Performance. Le 30 juillet 2020, s'était tenu par visioconférence le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Au menu de cette rencontre, il y avait entre autres la nomination de nouveaux dirigeants de la CEAC, notamment la nouvelle commission. Nous recevons aujourd'hui le commissaire en charge de l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la commission de la CEAC, le docteur Honoré Tabouna, fraîchement désigné par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Docteur, bonsoir, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler un peu du développement rural et environnemental en Afrique centrale. Mais avant tout, quelles étaient donc vos impressions une fois que vous avez appris que vous avez été désigné par les chefs d'État et de gouvernement? Moi, je voulais d'abord vous remercier pour m'avoir donné cet espace pour s'exprimer en tant que nouveau commissaire en charge de l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Mais avant de continuer mon propos, je voudrais ici remercier de façon solennelle les autorités congolaises, à la tête desquelles se trouve le président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, président de la commission climat du bassin du Congo, porte-parole de l'économie verte lors de Rio Plus 20 en 2012 au Brésil. Alors, avec les autres chefs d'État, ils ont porté leur choix pour diriger ce département très important sur moi. Donc, je ne peux avoir que des sentiments de joie, de gratitude et de reconnaissance à nos chefs d'État. C'est une charge énorme parce que s'occuper des ressources naturelles, de l'environnement, de l'agriculture et du développement rural, c'est le cœur de l'économie, non seulement de l'Afrique, des États membres de la CEAC, mais du monde. Dans ce sens que, si vous vous souvenez, le congrès de Berlin, qui en fait c'était le congrès du Congo, a dessiné toute la géopolitique africaine, toute la géostratégie des ressources naturelles, non seulement de l'Afrique centrale, mais du monde. Et aujourd'hui, vous comprendrez que le coltan, qui est au cœur de l'industrie informatique, au centre de l'économie mondiale, 85% des réserves de ce minerai stratégique se trouvent dans le bassin du Congo. Donc, c'est une charge énorme d'avoir, disons, la responsabilité de coordonner ce département pour l'économie de la sous-région, le bien-être des populations, le développement du secteur privé. Donc nous reviendrons peut-être sur tous ces éléments-là au cours de, disons, de cette interview pour bien expliquer quels sont les enjeux et comment l'Afrique centrale. Justement, docteur, parlons des enjeux. Voilà, vous avez vous êtes en charge de l'agriculture, le développement rural, les ressources naturelles et l'environnement. C'est costaud. Quelle est la priorité finalement dans tout ça? Mais, si c'est costaud, c'est parce que c'est la nature, c'est même la mission de l'Afrique centrale. Vous savez, quand on parle du bassin du Congo, souvent on n'a pas pris conscience, nous en tant qu'habitants du bassin du Congo, excusez-moi, de la mission qui est la nôtre en tant qu'habitants du bassin du Congo. Alors, tout commence, on peut prendre conscience, disons, de cette importance, du rôle qu'on a en regardant le mot Congo. Selon plusieurs études des ethnolinguistes, quand on parle de Congo, vous avez le Ko, qui est l'espace, et le Ngo, qui dans certaines langues de l'Afrique centrale, notamment le Congo et le Téké, identifient la panthère ou le léopard, qui est le totem et qui représente ou qui symbolise la puissance. Non seulement la puissance, mais le leadership, l'autorité. Et d'ailleurs, quand je parlais du coltan, vous comprendrez alors cette puissance du bassin du Congo.
Et cette puissance-là s'exprime aujourd'hui avec la forêt que nous avons, première réserve disons, hydrographique. Et nous avons deux choses qu'on peut ajouter encore, entre autres, pour, disons, illustrer cette puissance, ce rôle du bassin du Congo. C'est au nord du Tchad, vous avez une poudre, une poussière, je dirais, qu'on appelle la poussière de Baudelaire. Cette poussière fertilise la forêt amazonienne. Elle traverse 10 000 km et fertilise cette forêt, et qui a un rôle important dans, disons, la régulation du climat mondial. Voyez-vous, c'est une puissance. L'autre puissance de l'Afrique centrale, du bassin du Congo, c'est le scandale culturel. C'est la seule région au monde où vous avez plus de 1000 ethnies. Et quand vous rentrez à l'intérieur de chaque ethnie, vous découvrez des savoir-faire incommensurables. Et à partir de ces savoir-faire-là, vous pouvez développer toute une économie qui résoudrait de loin tous les problèmes qu'on a. Donc si on a tous ces problèmes-là, c'est cohérent avec, disons, le potentiel socio-économique, culturel, naturel de notre sous-région. Alors, comment on va faire? Nous allons donc avoir des priorités, mais ces priorités-là, on ne les imagine pas sans pour autant regarder les orientations données par les chefs d'État. Chaque département, dont le département environnement, ressources naturelles, agriculture, développement rural, dont j'ai la gestion, les termes de référence de ces départements, c'est élaborer la politique. Donc la priorité, il faut que nous ayons des politiques, c'est-à-dire que c'est le cadre qui dessine les actions que nous allons mener. Donc il nous faut une politique. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, on a une politique de 2007, il faut actualiser cette politique-là. Il faut qu'elle s'adapte aux enjeux de l'agenda 2030 de l'Union africaine, des Nations Unies et l'agenda 2063. Il faut ajouter également des programmes de développement des États. Donc il faut orienter cette politique. Déjà même au niveau de l'intitulé. Le premier intitulé, c'était politique générale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Mais nous allons ajouter un nouveau mot. C'est la politique de l'économie des ressources naturelles et de l'environnement de l'Afrique centrale. On met le mot économie pour qu'on comprenne que nous allons passer maintenant de la conservation à l'économie de la conservation, de l'examen des ressources naturelles au développement de l'économie des ressources naturelles, pour que plus jamais qu'on s'arrête à l'humanitaire, à des programmes, disons, ponctuels, des programmes courts, d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais à des programmes permanents, institutionnalisés. Donc à l'intérieur de cette politique-là, nous aurons donc plusieurs axes, comme on le fait pour toute politique. Alors, mais pour élaborer ces politiques-là, nous avons besoin d'un cadre institutionnel clair, où les rôles de chaque acteur impliqué dans chaque secteur sera donc bien clarifié. Donc nous avons la politique des ressources sur l'environnement et ressources naturelles, sur l'environnement d'abord. Le deuxième axe du département, il s'agit des ressources naturelles, notamment les ressources extractives. Vous vous rendez compte que c'est le cœur de notre économie sous-régionale, mais nous n'avons pas de politique, par exemple, sur les ressources extractives. Nous devons avoir cette politique régionale, et c'est ce que demandent les chefs d'État. Sur l'eau, nous avons déjà une politique. Nous allons donc l'actualiser par rapport donc, à l'agenda 2030 des Nations Unies, l'agenda 2063, ce que j'ai dit tantôt. De l'Union africaine plutôt. Et nous, sur la structure, nous avons également la politique agricole commune. Donc il faudrait l'adapter également par rapport donc, au cadrage politique au niveau mondial et au niveau de l'Union africaine. Et enfin, l'axe développement rural. Voyez-vous, nous sommes en train de travailler au niveau de la CSS sur les questions régionales, à l'échelle régionale. Nous passerons à l'échelle nationale et nous devons chercher des actions, des changements au niveau local. Et le développement rural est un axe important parce que la pauvreté dans nos États est beaucoup accentuée dans les zones rurales. Voyez-vous, donc il nous faudrait aussi une politique
de développement rural. Alors, ce sont des lacunes qu'il faut rapidement combler parce qu'on ne pourra pas travailler sans connaître ces politiques. Donc, des politiques. Donc, c'est ce qu'il dit dans les termes de référence de chaque département. Deuxième chose, ce sont les programmes gouvernementaux. Voyez-vous? Alors, ces programmes gouvernementaux, nous en avons besoin et nous allons également les institutionnaliser. Parce que nous avons, et les harmoniser. Voilà, harmoniser justement. Nous avons ce qu'on va appeler des programmes communautaires sectoriels dans tous les secteurs, par rapport à chaque axe. En ce concernant l'environnement, nous avons déjà expérimenté en fait. Hein. Nous avons beaucoup travaillé, je crois que vous avez suivi, tout ce que nous avons appelé le système de l'économie verte en Afrique centrale. Et là, c'est déjà encadré par les chefs d'État. Donc nous avons besoin de programmes sectoriels communautaires. Et ce qui est intéressant ici, puisque nous sommes dans l'intégration, pour renforcer l'intégration, les chefs d'État nous ont dit, ils ont adopté l'approche que nous avons au niveau du secrétariat général de la CEAC à l'époque, maintenant nous passons à une commission, que chaque État membre, par rapport à ses avantages comparatifs et compétitifs, doit être leader d'un programme sectoriel. Et quand vous êtes leader d'un programme sectoriel, vous allez abriter dans votre territoire l'unité exécutive de ce programme, le centre de recherche, d'innovation, de formation, pour combler le déficit que nous avons en ressources humaines dans ces nouveaux secteurs. Et nous devons avoir également un observatoire, là également pour combler le déficit que nous avons en données stratégiques pour la prise de décisions politiques, économiques et sociales. Et enfin, nous avons besoin d'un outil de promotion de ce secteur choisi. Vous êtes quelqu'un qui est dans la sous-région depuis plusieurs années, vous verrez que sur un produit stratégique que nous avons comme le bois, nous n'avons pas dans la sous-région un salon sectoriel sur l'économie du bois, ce qui a été un paradoxe, puis on ne peut pas comprendre. Donc on va essayer rapidement de faire asseoir ce que moi j'appelle une architecture compatible aux enjeux, compatible au rôle que la sous-région doit jouer. Parce que la sous-région, avec tout ce potentiel en capital naturel, est une véritable puissance en économie verte. Alors cette puissance-là, une fois qu'elle s'est révélée, il faut qu'elle se démontre sur le terrain. Elle se démontre en contribuant à la diversification de l'économie des États, c'est ce que les États veulent. Vous voyez que nous avons une économie nos produits focalisés uniquement sur le pétrole, et qu'en 2014, il y a cette secousse, nous avons des problèmes. Donc rapidement, il faut passer à la diversification de cette économie, à la création d'emplois. Nous avons un chômage qui est quasiment permanent, très très important. Nous avons une pauvreté qui est également constante dans les États. Endémique. Donc il faut essayer de résoudre. Donc, dans ce travail-là, nous allons placer le secteur privé au centre. Docteur, vous avez évoqué l'économie verte. Oui. Il y a des notions comme ça qui sortent de la bouche des intellectuels, mais que le bas peuple ne maîtrise pas trop. C'est quoi l'économie verte, c'est quoi l'économie bleue, qu'est-ce que ça apporte à nos pays? C'est ça. Puisque nous sommes dans une émission d'une grande audience, je ne vais pas développer ici toutes ces définitions un peu plus scientifiques qu'on retrouve un peu dans les grandes rencontres internationales. Hein. Pour ceux qui sont de l'Afrique centrale et ceux qui nous écoutent, on va essayer de simplifier. C'est comme si on dirait donner l'explication de l'économie verte ou bien expliquer l'économie verte à ma grand-mère et à mon grand-père. Comme ça, tout le monde comprend. Alors, commençons par l'économie verte. Hein. Ce sont des activités, on peut définir ça comme ça, des activités à la fois traditionnelles, c'est-à-dire que ce que nous faisions avant que l'Européen ou bien les Européens arrivent chez nous, et les activités modernes, hein, c'est-à-dire qu'après l'arrivée des Européens, qui nous permettent d'utiliser à des fins économiques et sociales toutes nos ressources naturelles, y compris même les déchets issus de ces ressources naturelles. Si vous prenez ce que moi j'appelle les produits forestiers non ligneux, hein, c'est-à-dire tous les produits qui sont dans la forêt, en dehors du bois d'œuvre, on prendrait un produit qu'on connaît en Afrique centrale, qui est le safou, qui est la tanga. Comment donner de la valeur à la tanga? Les chenilles. Comment donner de la valeur aux chenilles? Toutes les plantes médicinales. Donc, toutes ces activités
qui produisent moins du gaz carbonique, parce que le gaz carbonique est responsable du réchauffement climatique, hein, le réchauffement de la planète. Alors, donc, toutes ces activités-là, le traitement des déchets, et nous avons l'expérience là-dessus, le développement des plantations villageoises, hein, qu'on appelle les vergers villageois, les jardins de cases. Donc, toutes les activités que nous avons toujours développées, même au niveau artisanal, sans produire du CO2, on peut dire que c'est ça l'économie verte, pour expliquer ça simplement. Je dis simplement pour que les gens comprennent que quand on parle de l'économie verte, ce n'est pas quelque chose qui nous est nouveau, hein, mais ce sont des activités qu'on a toujours pratiquées, qu'on a toujours... Il faut revaloriser. Voilà, et donner plus de valeur économique à ça, tout en respectant. En fait, l'autre élément pour faire le lien avec l'économie, c'est le fait que chaque fois que nous allons développer ces activités, même elles sont traditionnelles, mais il faudrait vérifier que ces activités contribuent à la création d'emplois, contribuent à la création des richesses et contribuent à la protection de l'environnement. Donc, chez nous, quand il y a des forêts sacrées, on te demandait de ne pas rentrer dans la forêt. Le faire, nous sommes dans l'économie verte, mais on ne va pas s'arrêter seulement à dire aux gens ne rentrez pas dans la forêt. Mais pourquoi on ne rentre pas dans la forêt? Parce qu'on veut donner de la valeur touristique à ces forêts, pour que les gens continuent à venir voir, pour que les ressources biologiques, les espèces biologiques importantes qui sont là ne disparaissent pas. Voilà. Donc quand on explique ça aux parents, on comprendrait qu'on est dans l'économie verte. Le maman qui a ses déchets ménagers, qui les valorise, elle est en train de faire de l'économie verte. La jeune qui traite les restes des tissus venant du tailleur parce qu'elle est en train de fabriquer des jouets, elle est en train de faire l'économie verte. Le jeune garçon qui récupère des boîtes de sardines, qui récupère des boîtes de conserve pour en faire également des jouets, est en train de faire de l'économie verte. Mais comment donner de la valeur à cet existant, à ces activités traditionnelles? Alors, donc, l'économie verte, vraiment, c'est l'économie africaine. C'est l'économie de nos traditions. C'est l'économie de notre culture. C'est l'avenir de nos pays. Voilà, c'est l'avenir de nos pays. Quand je parlais que nous sommes une connaissance, si les autres veulent revenir vers l'économie verte, nous sommes dans l'économie verte, il faut maintenant développer l'économie verte. Et nous avons des éléments là-dessus. Toute l'économie de l'artisanat et des petites entreprises fait de l'économie verte. Alors maintenant, on va mettre un peu de dose de modernisme en formant les gens, en mettant des scientifiques là-dessus. Donc ça me permet de dire que dans la politique, comme vous disiez tantôt qu'il nous faut, puisque si on veut mettre en place, élaborer ces politiques, nous sommes obligés d'avoir une approche participative. Cela intervient un peu ce que les chefs d'État nous ont dit dans la décision numéro 33. Il y a deux choses. Vous créez le département, c'est ce qui vient de se faire. Maintenant, vous travaillez également sur la réorganisation institutionnelle de l'univers de la sous-région en matière d'environnement et de ressources naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que nous avons plusieurs institutions dans cet univers qui sont d'origine sous-régionale et d'autres qui sont d'origine extra-sous-régionale. Alors il faudrait mettre, disons, tous ensemble pour déjà définir le rôle des uns des autres, de façon qu'on aille vers ce que les chefs d'État veulent. Est-ce que cette façon de travailler ou bien ce cadre institutionnel-là nous permet d'aller vers la diversification de l'économie? Est-ce que ça nous permet vraiment de créer de l'emploi? Est-ce que ça nous permet de créer, de protéger l'environnement de façon durable? Parce que n'oubliez pas que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, le monde tourne à partir de l'encadrement venu du sommet de Rio en 1992 et après le de Rio plus 20, où on a dit que bon, nous avons le développement durable et l'outil du développement durable, c'est l'économie verte. Et ajouter à cela l'accord de Paris, qui dit que maintenant il faut aller plus loin. Et après l'accord de Paris, en ce qui nous concerne, nous en tant qu'Africains, c'est Marrakech, où les chefs d'État ont adopté, entre autres, les outils pour la mise en œuvre de l'accord de Paris à travers les trois commissions qu'on connaît. Je parlais au début de mon intervention de la commission climat du population du Congo, dont le président Sassou. Il s'agit justement de la mise en œuvre de tout cet encadrement international, mais adapté aux réalités de l'Afrique centrale. S'agissant de l'Amazonie, de
de toutes les réunions qui se tiennent liées notamment au climat, est-ce que réellement la planète est en danger? Si oui, comment la sauver? Oui, bon, on ne va pas aller en contre-courant de ce qui a été dit au niveau international concernant le réchauffement de la planète. Ça, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup d'exemples. Nous, au niveau de l'Afrique centrale, c'est facile d'expliquer cela. Nous avons un exemple clair qui est le lac Tchad. Voyez-vous, hein, en 1963, c'était 25 000 km². Aujourd'hui, le lac Tchad, c'est 2500 km². Voyez-vous, c'est un exemple clair, concret, tangible, hein, des conséquences du réchauffement climatique. Donc la planète est en danger, mais il faut voir ça à l'échelle géologique. Parce que si on dit, bon, si on ne se met pas à l'échelle géologique, les gens ne vont pas comprendre. Parce qu'on vous dira, à l'échelle géologique, justement, le Sahara, le Sahel actuellement, était vert. Mais aujourd'hui, quand on fait un retour, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre dans le Sahel. Donc la planète est en danger. Donc ce qu'il faut faire, il faut changer le modèle économique. Donc ce modèle économique, c'est l'économie verte. Donc, parce que c'est le CO2 qui est responsable du réchauffement de la planète. Alors, nous sommes aujourd'hui d'accord au niveau du monde, au niveau des Nations Unies, qu'il faut changer le modèle économique. Voilà pourquoi je disais tantôt que l'Afrique centrale a cette chance-là d'être déjà dans cette économie-là, puisque nous sommes des économies moins industrialisées, mais nous allons nous organiser autrement pour que cette transition, ou bien ce maintien, ou bien ce développement de l'économie verte crée de l'emploi également, parce qu'il ne faudrait pas rester dans la philosophie, mais plutôt aller dans le développement réel. Donc la planète est en danger, mais nous avons des solutions, c'est l'économie verte. Et ça, c'est irréversible. Ok, docteur, il nous reste moins de 5 minutes. Alors, on dit toujours que l'émancipation d'un peuple est d'abord l'œuvre de ce peuple lui-même. Je voudrais parler un peu des peuples autochtones. Vous avez certainement travaillé beaucoup là-dessus. En quoi ils sont différents de nous et est-ce qu'ils ont un apport dans le développement de nos sociétés? Si oui, lequel? Alors, biologiquement, ils ne sont pas différents de nous. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des peuples autochtones parce que ça nous permet d'avoir un regard sur le rétroviseur en ce qui concerne notre civilisation. Aujourd'hui, ce sont des populations qui sont sédentaires, hein, qui sont nomades, je veux dire. Nomades, oui. Mais si vous revoyez un peu l'histoire de notre civilisation, nous étions justement des nomades, hein, au paléolithique. Mais au néolithique, avec l'apparition de l'agriculture, nous sommes sédentarisés. Donc ça nous permet de regarder un peu d'où nous venons dans notre civilisation. Alors ce qui est important, c'est tel que nous avons traduit l'information venant du travail qui est fait par les anthropologues, les ethnologues sur les populations, c'est la gestion ou bien le gisement des savoir-faire traditionnels qu'ils ont en ce qui concerne la valorisation des ressources naturelles, aussi bien biologiques que non biologiques. C'est ce qui nous a permis, d'abord dans le cadre du bassin du Congo, de créer déjà le réseau des populations autochtones et locales d'Afrique centrale, qui est le REPALEC, sur les questions de la valorisation des ressources forestières. Et derrière, pour mettre en œuvre tout le discours du REPALEAC, nous avons créé le Fonds international, le Forum international sur les peuples autochtones, le FIPAC, qui est à Infondo, donc en lien avec tout le discours des Nations Unies sur les peuples autochtones. Et je crois qu'il y a 4 jours, nous avons célébré la journée mondiale des peuples autochtones. Donc pour l'Afrique centrale, les peuples autochtones ont une valeur parce que à la fois socio-économique, écologique, ethnologique, parce qu'ils vont nous permettre justement de valoriser d'abord d'identifier, de recenser tous les savoir-faire traditionnels, aussi bien local qu'autochtone, sur la valorisation de la biodiversité pour nous permettre d'avoir un développement durable, mais vraiment durable, sur l'économie, par exemple, de la biodiversité. Et là, il y a des décisions des chefs d'État aussi, donc nous avons déjà une orientation. Ça sera aussi des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer parce que nous devons travailler dans la durée. Et nous avons cette chance-là d'avoir des peuples autochtones, mais diversifiés. Vous avez ceux qui sont des zones forestières et ceux qui sont dans les zones des savanes. Et ça, il y a tout un discours à développer
tout un cadre, mais nous l'avons déjà en fait, puisque c'est maintenant encadré par les décisions des chefs d'État, et nous devons relancer le Forum international sur les peuples autochtones à la fin de cette année pour que le prochain forum, donc le prochain FIPAC, le FIPAC 4, aura lieu à Infondo probablement au mois de mars. Docteur, pour terminer, nous avons une question liée à l'implication des médias, parce que vous faites des grandes annonces. Je pense quand même que les médias devaient être prêts à vous accompagner. Comment entendez-vous les impliquer? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est intéressé par le marketing. Voyez-vous, je suis très intéressé par le marketing. On ne peut rien faire sans le marketing. Donc, dans l'approche marketing, on peut dire qu'aujourd'hui, la CEAC est une organisation de services. Elle produit des services. Doit produire des services aux États, doit produire des services pour le secteur privé, pour les secteurs non étatiques, la recherche. Alors, quand vous avez un produit, donc si c'est un service ou bien, alors parmi l'approche, vous avez donc la communication qui est en bonne place. Voilà pourquoi, dès 2013, nous avons créé le réseau, le RECEAC, qui est le réseau des experts de la communication, de l'information environnementale en Afrique centrale, avec l'implication de tous les ministres en charge de la communication des États membres de la CEAC. Alors, nous allons commencer, disons, à relancer, développer, redynamiser le RECEAC, parce que c'est très, très, très important. Sans la communication, on ne peut rien faire. Ça a déjà été démontré. Donc, nous allons donc redynamiser le RECEAC, finaliser leur texte organique, le programme que nous avons pour le développement de l'économie, de la communication. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent si on fait de la communication? Ça, c'est des choses qu'on démontrera à une autre émission. Et organiser l'Assemblée générale du RECEAC pour justement démontrer la place de la communication dans le développement de l'économie et de l'environnement, l'économie verte, l'économie bleue, qui est une économie qui tourne autour, disons, de la valeur économique des ressources en eau. Et là aussi, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Regardez ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui avec les jeux traditionnels autour de l'eau, le sport traditionnel autour de l'eau, qui font partie des segments de l'économie bleue, et les chutes, les lacs. Donc, nous n'avons pas commencé encore à faire vraiment de l'économie. Et pour terminer, c'est-à-dire que tout ce que j'ai expliqué, en fait, va nous amener vers le développement de l'économie endogène. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'économie qui est monoproduit n'est que l'économie qui était avant les indépendances. Donc, le moment est venu de développer l'économie endogène. Et nous avons tous les éléments avec nous. Nous avons également la diaspora qui va nous aider dans le développement de cette économie. Donc, nous sommes très, très, très confiants au niveau de la sous-région. Voilà pourquoi il y a eu cette réforme-là, pour aller maintenant vers le développement et arrêter avec l'humanitaire. Nous devons aller vers le développement. Non seulement confiants, mais conscients de la lourde mission. Exactement. Je vous ai parlé de... Rappelez-vous toujours, peut-être que je m'adresse à vous en tant que journaliste, commencer à faire la promotion de la nature de l'Afrique centrale à travers le mot Congo. Parce que le nom donne la direction. Le nom définit la nature d'une entreprise, d'un individu. Quand vous ne comprenez pas la nature de votre organisation, il est très difficile que vous atteigniez les objectifs. L'Afrique centrale, c'est une puissance. Il faut que cette puissance-là commence à s'exprimer. On a dit un scandale géologique, mais ce n'est pas un scandale géologique, c'est un scandale hydrographique. C'est un scandale culturel. Voilà. Donc, il faudrait que la chef révèle ça. Donc, les institutions, le cadre institutionnel qu'on a, est-ce que ce cadre institutionnel nous permet de révéler cette puissance? C'est de ça qu'il est question. Le monde attend. Ce n'est pas pour rien que l'Europe a pris contact avec l'Afrique à part la scène du Congo. Ce n'est pas un hasard. Tout ce qui se passe dans le royaume du Congo aujourd'hui, on ne l'a jamais vu ailleurs. Donc il faudrait que cette puissance-là se révèle. Enfin, disons que se démontre en fait. Dans le cadre de la diversification de l'économie, la création de l'emploi, la baisse du chômage, le développement des entreprises. Et nous avons aujourd'hui des outils pour ça.
Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que nous recevions le docteur Honoré Tabouna. Il est le nouveau commissaire en charge de l'environnement, des ressources naturelles, agriculture et développement rural. C'était donc de la question du développement rural et environnemental pour l'Afrique centrale. Merci donc d'avoir suivi notre émission et à la prochaine occasion. Au revoir.